J'ai rendez-vous dans un parking de l'aéroport de Roissy. Un homme m'attend. C'est un ancien des services secrets. Il espionne aujourd'hui pour le privé. Sa cible, les hommes d'affaires. Bonjour. Il veut rester anonyme, nous l'appellerons Marc. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans un parking à Roissy? C'est très simple, parce que les aéroports, c'est mon terrain de chasse favori. Parce que les hommes d'affaires qui sont en transit prennent une chambre d'hôtel, soit pour quelques heures, soit pour une nuit. Et c'est là que j'opère. Quand vous dites vous opérez, vous faites quoi exactement? Ce que mes commanditaires m'ont demandé, c'est-à-dire ouvrir les chambres, ouvrir les coffres-forts, ouvrir les valises et prendre des photos des documents. Ici, vous faites votre marché, quoi. Exactement. Il propose de nous faire une démonstration. J'ai pris une chambre dans l'un des 40 hôtels de l'aérogare. J'ai mis des documents dans le coffre-fort. Cet espion privé sera-t-il capable de les récupérer? Je l'accompagne jusqu'à ma chambre. Maintenant, c'est à lui de jouer. Première étape, il doit débloquer cette serrure électronique sans la carte magnétique. Ici, il y a un petit cache en plastique que je vais retirer avec mon doigt. Il utilise un outil bricolé avec 30 € de composants électroniques, dont il garde la fabrication secrète. Et alors ça, c'est un appareil qui envoie un algorithme de secours qui casse le système. Ah oui, effectivement, c'était rapide. 5 secondes ont suffi pour ouvrir la porte sans une trace d'effraction. Seconde étape, le coffre-fort. C'est le plus gros défi. Donc ça, c'est un modèle qui demande un peu plus de temps, mais j'en viendrai à un bout sans problème. Nous ne vous montrerons pas les étapes préparatoires, très techniques. Au bout d'une quinzaine de minutes, ils se mettent à l'œuvre. Donc alors là, je veux déclipser le clavier pour avoir accès au mécanisme. Marc n'a pas besoin de connaître le code. Il démonte la façade pour agir directement sur le mécanisme de la serrure. Et vous mettez pas de gants pour travailler? En fait, si mon travail est bien fait, la personne ne saura jamais que je suis venu. Il y a tellement de gens qui rentrent dans l'hôtel, entre les femmes de ménage, les clients, donc il y a des empreintes partout, donc les gants, ça ne sert absolument à rien. Donc là, je vais coller un morceau de scotch sur le coffre, parce que je vais devoir percer 2 trous. Et évidemment, ce scotch, c'est pour récupérer la limaille de fer, parce que la limaille de fer qui va tomber sur le tapis, évidemment, je ne peux pas aller chercher un aspirateur pour la ramasser. Donc là, je vais récupérer délicatement la limaille de fer qui est collée sur le scotch, en faisant attention qu'il n'y ait pas un morceau de limaille qui tombe par terre. Donc il faut le décoller très délicatement. Voilà. Et je vais plier ça délicatement. Voilà, il n'y a pas une goutte de limaille de fer qui est tombée sur la moquette. Donc là, je veux prendre un appareil qui s'appelle un otoscope pour voir si je suis bien en face. Cet instrument sert normalement à inspecter les oreilles d'un patient. Ici, il lui permet de voir les rouages de la serrure. Et là, c'est quoi cet outil? Alors donc ça, c'est une corde à piano que j'ai façonnée au préalable, bien sûr, et qui va me permettre d'accéder au mécanisme sans toucher à l'électronique. Donc là, je vais l'introduire par le trou que j'ai percé. Ah oui, là on vient d'entendre le mécanisme. Voilà, le petit clic qui a libéré, et donc là, la porte est ouverte. Une fois le coffre-fort ouvert, l'espion met la main sur mes documents.
peut les photographier, copier les disques durs, avant de tout remettre en place, ni vu ni connu. Donc là, il reste plus qu'à refermer, c'est ça? Voilà, donc là maintenant, je referme, je reclipe ici en tant que lac, et voilà, terminé, on voit plus rien. Mission accomplie. Habituellement, une telle intrusion ne prend pas plus de 20 minutes. Une opération d'espionnage industriel, le plus souvent indétectable. Marc, le spécialiste de l'intrusion, accepte de répondre à mes questions sur son savoir-faire et ses commanditaires. On vous a vu à l'œuvre dans un hôtel. Ça, ce sont des cibles privilégiées, les chambres d'hôtel? Tout à fait, parce que l'hôtel, c'est le maillon faible. À l'hôtel, il y a des portes codées, il y a des coffres, et donc ça donne un sentiment de sécurité. Et donc les gens relâchent la garde. Est-ce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas rentrer? Est-ce qu'il y a des systèmes de sécurité qui sont inviolables? Dans l'absolu, il n'y en a pas, c'est juste une question de temps et une question d'argent. Vous pouvez me parler un peu de votre parcours? Ça fait longtemps que vous faites ça? Je ne veux pas vous raconter ma vie, ça fait quelques années que j'ai quitté la fonction publique. Voilà. Mais vous travaillez toujours tout seul? Faut bien comprendre que là, vous m'avez vu seul parce que je vous ai fait une démonstration. Mais sur le terrain, jamais je travaille tout seul. On est une équipe, on travaille à plusieurs. Il y a celui qui va surveiller la cible, l'autre qui va surveiller un couloir, et l'autre qui va, le spécialiste qui, une fois qu'on aura ouvert, qui va poser les micros, l'autre qui va poser les caméras, s'il y a caméra ou micro à poser. Donc on est tout un petit groupe, une petite équipe. Comment vous les rencontrez, ces spécialistes? Pour comprendre comment vous vous connaissez? Ce sont des gens, vu les compétences techniques, qui sortent des services et tout le monde se connaît. Ah oui, donc c'est en gros par cooptation? Exactement. C'est un milieu tout petit, très fermé. Et il faut se faire accepter et on peut rester à la porte très longtemps sans pouvoir travailler. Il faut d'abord faire ses preuves et être sûr qu'on va la fermer en cas de problème. Mais vous travaillez pour qui? On travaille principalement pour le CAC 40, parce que le CAC 40, ils passent leur temps à se défoncer l'un l'autre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'étranger d'autres missions. Vous voulez dire que les entreprises françaises, entre elles, déjà, s'espionnent aussi? Exactement. Alors, de quel type de mission on peut vous charger? Par exemple, il y a deux sociétés qui répondent à un appel d'offres, et la première société veut savoir à quel montant l'autre va répondre. Pour aller en dessous, bien sûr. Donc là, nous, on va espionner pour leur dire exactement, voilà, leur appel d'offres est à temps. Ou tout simplement aller voler un secret industriel de façon à ce qu'ils puissent le sortir avant eux. En France, le vol de secret industriel est puni de 3 ans de prison. Du coup, pour ces opérations illégales, les barbouzes demandent cher. Par exemple, pour une simple intrusion d'une chambre hôtel, il n'y a pas de mission à moins de 100 000 euros. Et suivant le pays et suivant les risques, ça peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros. Nous, ce qu'on fait, ça va faire gagner à une entreprise 100 millions. Donc il faut savoir que tout ce qu'on fait est complètement illégal. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que les prix sont aussi élevés. Est-ce que vous avez des limites, vous? Bien sûr, on a une certaine éthique. Il est évident qu'on ne va pas travailler pour une entreprise terroriste ou pour quelqu'un qui nous demanderait de faire quelque chose contre la France. C'est une morale ou c'est parce que vous avez peur de représailles de l'État? C'est une morale, c'est une morale. Face aux intrusions de ces espions privés, comment les entreprises se protègent-elles? Ont-elles même conscience du danger? L'OCDE à Paris. Diplomates, militaires, patrons de la sécurité des plus grandes entreprises comme Airbus, AXA ou Areva, ils sont 700 ce jour-là à venir discuter des risques d'espionnage industriel. Ce colloque annuel du club des directeurs de sécurité d'entreprise est une bonne occasion pour rencontrer les acteurs du milieu. Thème de la journée: l'hypermobilité des individus a bouleversé le monde de l'entreprise. Il y a du beau linge qui participe. Effectivement, il y a des représentants des grandes entreprises. La difficulté qu'on a ici, c'est qu'on ne peut pas tourner à l'intérieur des salles de conférence, vu la sensibilité du sujet. Et donc, ça va être la pause, on va essayer d'en attraper un ou deux.
bonjour, excusez-moi. Jérôme Pierrat, je travaille pour Canal+, on suit le colloque, et je cherche des volontaires qui puissent me dire un peu pourquoi ils sont venus ici. Pas moi. Bon, merci. Excusez-moi, bonjour, je travaille pour Canal et je cherche des volontaires qui voudraient me parler et me dire un peu ce qu'ils sont venus faire ici, c'est pour présenter un peu l'action du CDSE. Vous voulez pas? Je cherche des gens qui ont participé au colloque à 2-3 mois, nous dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont venus. C'est vrai? Excusez-moi monsieur, vous étiez au... Bon. Bonjour, Jérôme Pierrat. Enfin, 2 pointures acceptent de me parler. Jean-Louis Fiamingui, ancien chef du RAID, dirige aujourd'hui la sûreté de Veolia. Le général Costedouat, ex de la DGSE, est le patron d'un cabinet de conseil en sécurité. Justement, vous, qu'est-ce que vous venez y chercher l'un et l'autre dans ce type de manifestation? On vient chercher les bonnes recettes. On vient bénéficier des expériences des uns et des autres. On travaille effectivement sur notamment la défense du patrimoine de l'entreprise. En fait, c'est ça. La règle numéro 1, La règle numéro 1, c'est que on peut être attaqué à tout moment, donc tout ce qui est téléphonie, vigilance, etc. Alors vous n'allez pas me dire le contraire, mais aujourd'hui, c'est des postes qui sont indispensables au sein des entreprises, d'être directeur de la sûreté. Si l'entreprise n'est pas protégée, elle est attaquée, elle perd des parts de marché. Demain, on vient voler toutes les données d'une entreprise. On est obligé de mettre en place des dispositifs. Merci beaucoup. Mais toutes les entreprises sont-elles conscientes de leur vulnérabilité? Pas sûr selon Christian Agroum, un expert en cybercriminalité. Cet ancien de la PJ est aujourd'hui responsable de la sécurité d'une multinationale. Nombre sont les entreprises qui ne comprennent pas qu'elles détiennent des secrets de fabrication, qu'elles détiennent un potentiel qui peut être hacké, qui peut être l'objet d'espionnage industriel, qui peut être l'objet de vol. C'est ça le risque. C'est une absence de compréhension des enjeux du monde dans lequel on travaille. Bon, bah alors, bilan de la matinée, en gros, bon, effectivement, tout le monde a l'air bien préoccupé. On a vu quand même quelques risk managers, pas des moindres, des anciennes pointures de la PJ reconverties dans le privé. Mais surtout, ce qui leur ressort, c'est que bienvenue dans le monde de la sécurité. Le sujet est très sensible, les gens veulent pas parler, veulent pas montrer leur visage. Ça nous a surtout bien mis dans l'ambiance pour la suite du sujet. Voilà. Le lendemain, je vais voir l'organisateur du colloque, un spécialiste de l'espionnage industriel, ce qu'on appelle aussi l'intelligence économique. Bonjour. Pierrat. Enchanté. Alain Juillet a été à la tête des services secrets français et a présidé aussi de grandes entreprises. Pour lui, aucun doute, une guerre économique est engagée. Une guerre discrète mais meurtrière pour les entreprises qui sont la cible d'attaques massives. On a du mal à mesurer la fréquence de ces attaques. Enfin, concrètement, oui, effectivement, à évaluer le, je sais pas. Ouais, ouais. Je peux vous donner un chiffre qui est un chiffre quasiment officiel. C'est que l'année dernière, plus de 75% des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, donc les plus grosses entreprises françaises, plus de 75% ont été attaquées. Donc c'est pas rien. Oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Oui, ça n'arrête en permanence. Ah oui, ça n'arrête pas. On a une idée. Et ça monte. Et ça monte en puissance. Aujourd'hui, le danger numéro 1, les attaques informatiques. Ce sont les plus courantes. Et elles se passent souvent à l'insu des entreprises visées. Le problème des attaques, si vous voulez, c'est qu'il y a celles que vous identifiez, et puis il y a celles qui réussissent, et qu'on n'identifie pas. Les Américains ont montré, récemment, que quand un réseau d'entreprises était infecté, et qu'on a vu l'attaque au départ, en général, ça durait 1 an et demi à 2 ans avant qu'on l'identifie. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi à 2 ans, on vous pique tout et vous ne voyez rien. Le piratage de données en entreprise, ça vous coûte combien? Allez, vous allez vous prendre 1 mois avec sursis, encore vous ne ferez pas prendre parce que vous faites ça de l'étranger. Hein? Mais au pire, vous risquez quoi? 5 000 € d'amende et puis 1 mois de prison avec sursis, avec un truc qui va vous rapporter des centaines de milliers d'euros si vous réussissez votre coup. Et là, on va rentrer dans un conflit permanent entre la protection, la sécurité, qui doit être de plus en plus performante, et puis les autres qui sont de plus en plus malins, parce qu'ils sont bons. Hein.
L'espionnage industriel est boosté par les nouvelles technologies. Les barbouzes 2.0 disposent d'outils efficaces pour dérober les secrets des entreprises. Des outils qui se sont démocratisés et ne sont plus réservés aux services d'État. Le piratage informatique, le hacking, est ainsi devenu une menace majeure. Entrer dans un ordinateur pour voler des données confidentielles serait un jeu d'enfant. Comment se passe une attaque ? Je travaille à Boulogne-Billancourt, chez Magnéto Presse. Nous sommes une vingtaine de journalistes à enquêter sur des sujets parfois sensibles. Dans mon ordinateur, j'ai par exemple des mails confidentiels ou les contacts des barbouzes que j'ai rencontrés pour cette enquête. Toutes ces infos sont-elles bien en sécurité ? Je décide de mettre à l'épreuve le réseau de l'entreprise. Je crée un document avec une soi-disant formule secrète. Ce fichier, je le mets sur le serveur de la société où chacun dispose d'un espace personnel. Peut-on pirater ce réseau sécurisé et voler ma formule secrète ? Pour le savoir, je vais faire appel à des pros. La société Lexi est installée porte de Bagnolet dans ses tours jumelles rutilantes. Lexi est un poids lourd de la cybersécurité avec plus de 600 clients, 3/4 des sociétés du CAC 40, beaucoup de PME et même des ministères. Son rôle, protéger les réseaux informatiques de ses clients et contrecarrer les attaques. Bonjour, ça va? Très bien. Bon je vous suis. En avant. Je vous présente un petit peu Lexi. Voilà. C'est d'ici que l'on va tester le système informatique sécurisé de Magnéto Presse. Le directeur marketing nous emmène voir le hacker qui va tenter de le pirater. Là, tu as un des services, audit sous-titré hack, la serrure sécurisée parce que tout ce qui est un petit peu plus sensible chez nous mérite des accès un petit peu plus sérieux. C'est là qu'on va pouvoir filmer notre hacker en herbe, Adrien. Et je te propose qu'on y aille. Ici, une trentaine de petits génies de l'informatique jouent les pirates. Ils cherchent les failles dans les réseaux des entreprises afin de leur proposer des solutions sur mesure. Adrien sera notre hacker. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher un fichier que moi j'ai dissimulé ce matin sur un des ordinateurs de la société et de voir si tu arrives à pénétrer dans cet ordinateur et trouver ce fichier. Voilà, c'est ça l'idée, tout simple. Okay. Première étape, Adrien me dévoile la technique dite du cheval de Troie. Ça passe par un mail piégé. L'idée, c'est d'envoyer un mail donc aux cibles qu'on aura déterminées. Et ce mail, on va usurper l'identité de l'émetteur, c'est-à-dire que quand les cibles vont le recevoir, ils vont avoir l'impression que ça provient de, là pour le coup, d'un de leurs collègues. D'accord. En clair, Adrien a trouvé sur le site de Magnéto Presse l'adresse mail de Gwenaëlle, une chargée de production. Elle sera sa cible. Le hacker lui envoie un mail piégé en se faisant passer pour un collègue, Axel Tardieu, notre enquêteur. Une usurpation d'identité faite en quelques clics grâce à un logiciel. On n'a pas à pirater la boîte mail d'Axel Tardieu, on a simplement créé nous-mêmes un mail et dans le champ adresse émetteur, on a mis Axel Tardieu. Ouais, vous avez falsifié l'entête en fait, voilà, du mail. Ça. Donc on lui a envoyé avec une pièce jointe. Alors ça donne ça. Ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça. Être ça en gros. Cette pièce jointe, c'est le sésame pour pénétrer l'ordinateur de Gwenaëlle. Elle a accepté d'être filmée chez Magnéto Presse, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. En gros, quand il clique, un tunnel entre guillemets va se créer entre son ordinateur et un serveur de contrôle Lexi qui est exposé sur Internet. Et au travers de ce tunnel, on va pouvoir prendre le contrôle de son poste à distance. Démonstration. En direct, Gwenaëlle reçoit le mail de son soi-disant collègue. Elle ne se méfie pas, elle clique sur la pièce jointe. Ah, alors là, ça, ce qu'on vient de voir apparaître, c'est donc le poste de notre victime qui a ouvert notre pièce jointe et donc qui s'est connecté sur notre serveur à partir duquel on va pouvoir envoyer des commandes, parcourir les fichiers, faire un certain nombre d'actions sur son poste de travail. En résumé, là, ça y est, t'es dans son ordi. Là, je suis dans son ordi. Elle t'a ouvert la porte. Voilà, exactement.
Une fois entré dans l'ordinateur de Gwenaël, le hacker peut se brancher au serveur de Magnétopresse. Ce serveur fait le lien entre tous les ordinateurs de la société. C'est le centre névralgique du système, la clé pour tout pirater. Alors on va pouvoir voir tous les ordinateurs qui sont connectés autour du réseau. Ah, d'accord, c'est que tu peux après te balader. Te balader à l'intérieur du serveur en réseau, donc qui va contenir, toutes les données. Ouais. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est le serveur Magnéto. Serveur Magnéto, d'accord. On est donc à l'intérieur de serveur Magnéto. D'accord. Et on voit les différents dossiers. Documentalise, production, rédaction, comptabilité. Okay. Ah, oui. Et ce n'est pas tout. Le hacker réussit aussi à accéder à tous les espaces personnels des employés. Donc là, c'est les différentes personnes qui travaillent chez Magnéto, je suppose. Ah, voilà. Donc en gros, là, tu as accès à tous les dossiers personnels. Tous les dossiers personnels de tous les gens. Magnéto TV. D'accord, ok. Ouais, effectivement. Cette intrusion est totalement invisible. Pour l'instant, personne ne remarque le piratage chez Magnétopresse. Reste au hacker à trouver ma fameuse formule secrète. Ah bah oui, il y en a un, Germe Pierrat, donc je pense que c'est le mien. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de Enquête. Voilà le contenu du répertoire Enquête. Ah oui, ça c'est donc tu as ouvert le document Enquête et dedans tu tombes sur deux pièces, un PDF et un autre. Que je vais pouvoir donc télécharger sur mon poste et afficher à l'écran. Pour qu'on puisse l'ouvrir. Bon, pas très et bien. Ben voilà. J'ai trouvé la formule secrète. En quelques minutes, le hacker a réussi sa mission. Adrien me montre maintenant de quoi il est capable, à distance, avec l'ordinateur de Gwenaël. Donc je peux demander à la webcam effectivement de prendre une photo, donc avec une simple commande. Hein. Voilà. Elle est à son avantage. Il déclenche maintenant le micro de l'ordinateur de Gwenaël. On va récupérer le fichier enregistré. Oui, donc ça c'est le fichier son que tu viens je viens d'enregistrer. Que tu viens d'enregistrer. Non, c'est 527. Ah, c'est moi, Julie. Donc là, on a pris 5 secondes, mais on pourrait prendre 1 heure de conversation. Ouais, donc quand tu téléphones devant ton ordi, quand tu as la totale. On peut également voir ce qu'elle est en train de taper sur son clavier. Voilà, donc là on voit coucou, tu remarques. C'est ce qu'elle est en train de taper? Ouais. D'accord. Adrien peut aussi pirater facilement tout le contenu confidentiel de son ordinateur. J'ai pu donc récupérer son adresse Outlook et surtout son mot de passe, qu'on voit donc s'afficher ici, en clair. Donc ça permet, par la suite, on peut imaginer du coup d'autres scénarios, notamment, là j'ai le mot de passe email de Gwenaël, donc je peux envoyer des emails à sa place, potentiellement me connecter à son ordinateur si elle utilise un peu le même mot de passe de partout. Mais bon, là on voit qu'il y a quand même un certain effort parce que c'est pas un mot de passe facile. Ouais, c'est quand même... Ouais, c'est Big Brother. Ah bah ouais, on est comme dans son bureau. Donc on voit son écran, on voit son visage, on entend ce qu'il dit, on voit ce qu'il tape. Juste en envoyant un email avec une pièce jointe. Ce garçon finit par me donner des sueurs froides, surtout quand il me révèle que ces techniques de hacking sont à la portée de tout le monde. C'est des outils qui sont complètement grand public, c'est-à-dire qu'ils sont libres, gratuits et téléchargeables par tous. Et il y a en plus de nombreux tutoriels sur Internet, donc des gens qui expliquent pas à pas comment reproduire ce que je viens de faire là. Donc même une personne avec presque aucune connaissance en informatique peut simplement suivre des instructions données sur un site Internet et elle pourra reproduire l'attaque qu'on vient de mener ici. Ah, c'est-à-dire qu'en gros, il peut arriver à faire ça, c'est-à-dire prendre possession de mon ordinateur, allumer ma webcam, me filmer, m'écouter. Oui, c'est l'angoisse. C'est très facile. Et il y a un moyen de se protéger contre ça? Ne pas cliquer sur les pièces jointes dont on ne connaît pas l'expéditeur. Oui, mais si en plus il usurpe, comme tu l'as fait, l'identité d'un copain à moi. Eh ben... C'est l'enfer. C'est l'enfer. D'accord. Eh ben merci Adrien de nous avoir fait flipper. Avec plaisir. Bon, bonne continuation. Merci. Hacker un ordinateur pour dérober des informations est totalement illégal. Le risque, 2 ans de prison.
À l'ère du numérique, nous sommes plus vulnérables que jamais. C'est vrai pour les ordinateurs, vrai aussi pour nos téléphones portables. Il y a même un équipement high-tech qui permettrait d'espionner les mobiles. Une société, Coffre Export, le propose à la vente. Ça s'appelle un EMC Catcher. Dissimulé dans un sac, il permet d'intercepter conversations et SMS. Nous avons rendez-vous chez Coffre Export. Qui a le droit d'acheter ce matériel d'espionnage? D'emblée, la société refuse que nous filmions le EMC Catcher. Ici, la parano est à son maximum. Pour l'interview, même pas de micro HF, c'est-à-dire sans fil, de peur que les ondes ne soient interceptées par des personnes malveillantes. Pas de HF, donc old school, hein. Ouais, c'est Retour dans les années 80. L'interview sera réalisée à l'ancienne, avec un micro branché par câble à un enregistreur. Il y a un truc qui a l'air d'être le Graal de l'espion, là, ce qu'on appelle l'EMC Catcher. Alors, qu'est-ce qu'on a droit à quoi? Voilà. En fait, tout le matériel que l'on propose, c'est destiné aux services d'investigation et de renseignements gouvernementaux. Eux seuls ne peuvent l'acheter. C'est logique. C'est un outil qui fait de l'intrusion. Ce matériel, il doit être utilisé par des services compétents qui ne vont pas déborder sur la vie privée des gens. C'est simplement pour faire des investigations sur des gens qui ont des choses à se reprocher. C'est du matériel très très onéreux, très coûteux. Bon, c'est vrai que c'est quand même de la haute couture. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet EMC Catcher, ce Graal de l'espionnage, serait donc réservé aux services étatiques. Est-ce bien la réalité? Je vais chercher à m'en procurer un. La quête du Graal commence. J'appelle des contacts en France. Allô? Bonjour, Jérôme Pierrat pour Canal+, où je suis journaliste. Je vous appelle... Attendez, excusez-moi, je suis en pleine réunion là. Ah, d'accord. Monsieur, vous êtes toujours là? Oui. Il est déjà en ligne. La philosophie de notre marque est de rester à l'abri des médias. Chou blanc. J'essaye même des fabricants et des revendeurs en Angleterre, en Serbie et jusqu'en Israël. Mes clients ne parleront plus si j'accepte une interview télé avec vous. Ce n'est pas sérieux. Même si on ne mentionne pas votre nom ou celui de votre entreprise. Non, c'est préférable de ne pas parler d'un tel matériel. Ah, ok. Je ne suis pas intéressé. Ok, thank you very much. Thank you, bye-bye. Après plusieurs mois de recherche, j'ai tout de même fini par trouver un homme qui aurait un EMC Catcher. Il propose de me faire une démonstration. Rendez-vous quartier de la Bourse, à Paris. L'homme arrive avec une sacoche. Il refuse de montrer son visage. Nous l'appellerons Antoine. Comment vas-tu? Cet ancien technicien des services secrets travaille aujourd'hui avec des espions privés. La démo va se passer dans un restaurant du quartier. Au sous-sol, un coin bar où se trouvent déjà une dizaine de clients. Ils vont nous servir de cobayes sans savoir ce qui va leur arriver. On s'installe discrètement dans la pièce d'à côté, derrière un rideau. Antoine déballe son matériel. Ah oui, ça tient dans pas grand-chose. Ça tient dans un sac, hein, c'est le but. Un ordinateur portable, un boîtier, quelques câbles et une drôle de machine hérissée de composants électroniques et de 2 antennes. Ça, c'est un EMC Catcher, ça sert à quoi exactement? Catcher, attrapé. Le but, c'est d'aller récupérer les identifiants des téléphones portables des gens qui nous entourent. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on a le BTS. Hein, donc c'est une genre de borne GSM pour pouvoir transmettre, hein, avec les antennes pour faire partir toutes les informations. Donc ça, c'est l'équivalent d'une borne de téléphone mobile, en gros. Tout à fait. Cette borne émet un signal, comme une antenne relais. Antoine l'active avec son ordinateur. Tac. Allez, on va aller chercher le réseau, vérifier que tout est connecté. Immédiatement, dans la pièce d'à côté, tous les téléphones viennent de se connecter à ce réseau GSM pirate. Personne ne s'en rend compte.
Sur l'ordinateur d'Antoine s'affichent les IMC, c'est-à-dire les numéros identifiants des téléphones des clients. Tous ces gens-là, c'est les gens qui sont présents dans cet établissement, et voilà leur numéro. En gros, Voilà. c'est ça, si j'ai bien Présents dans cet compris. établissement, ce sont des numéros qui sont attrapés par l'IMSI Catcher. Pour me prouver qu'il est bien connecté et qu'il peut agir sur ses portables, il me propose de leur envoyer un petit message. Donc là, à partir du moment où j'ai l'identité des téléphones, des cartes SIM, je peux entrer dans le téléphone et envoyer un SMS. Hop. Vous voulez que je leur envoie un message en particulier? Canal Plus vous traque. Canal Plus, track, c'est quoi ces conneries? Canal Plus te traque. Et il faut taper sur le lien ou pas? C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi je veux cliquer. Incroyable. Est-ce que vous venez de recevoir un message du 101? Non. Non mais checkez vos Bonsoir. C'est ultra bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je voulais juste vérifier avec vous si vous aviez reçu un message sur votre téléphone. Ouais, c'est c'est super bizarre. Vous pouvez me le lire, vous avez reçu quoi? Canal Plus te traque. Ah oui, c'est vrai. IMSI avec un numéro. Avec des numéros bizarres. Vous êtes combien à l'avoir reçu? Tout le monde l'a reçu? On l'a tous reçu. On l'a tous reçu, ouais. C'est ultra bizarre. Et parfois on vous connaît pas. Enfin. Voilà, c'était ça la démonstration, c'est en gros on vous a, on a capturé votre téléphone. Ça veut dire qu'on peut récupérer tout ce qu'on a sur mon portable. J'avais une ultime question, c'est est-ce que vous êtes tous chez le même opérateur? Non, moi je suis chez Free. Moi je suis Orange. Free, Orange, SFR. Bon, en gros tout le monde a, donc en gros ça a marché chez nous. Ouais. Wish your chicken was bigger. The long chicken and three. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, Good. please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon. And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Relax. Using my. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! I am. Get in here. Two cups flour. Stir. Don't speak. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day. Dès qu'on sera parti, vous récupérerez votre liberté. Est-ce qu'on va être traqué? Son IMC Catcher artisanal permet aussi d'écouter les conversations téléphoniques et d'intercepter tous les SMS. Est-ce que c'est légal tout ça? Pris en possession d'un matériel comme celui-là en l'utilisant, on est fiché, DGSI, DGSE, destruction du matériel, amende, prison. Donc si pour vous ça correspond à l'illégalité, je pense qu'on ne doit pas en être loin. Du coup, il ne souhaite pas en montrer plus devant notre caméra. Trop risqué. Nous quittons le restaurant pour poursuivre l'interview dans un endroit plus discret. Les MC Catcher, c'est totalement interdit. Et pourtant, vous en avez un. Vous avez fait comment? l'IMSI Catcher n'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, on peut trouver tous les composants sur le marché. Bien sûr, c'est pas n'importe qui peut pas monter ce genre de produit, mais avec les connaissances, on trouve le matériel de base, les bons contacts, hein, bien évidemment. Vous l'avez acheté combien, vous, cet MC Catcher? C'est pas une question de prix, c'est une question de contact. En gros, il faut connaître la bonne personne, quoi. C'est ça. Par contre, juste une petite précision, il va de soi que le matériel que je vous ai montré n'a rien à voir avec le matériel des professionnels. Le matériel que je vous montre, c'est de l'artisanal, donc on va intercepter à 5-20 mètres
quand les professionnels ont intercepté jusqu'à 150 mètres. Et dans 5-20 mètres, on peut faire beaucoup de dégâts. Dans le milieu du renseignement, ce matériel est très recherché, car il est redoutablement efficace. Alors imaginez que je doive par exemple espionner un PDG, je vais m'arranger à me retrouver dans un endroit isolé avec lui pour pouvoir l'intercepter plus facilement. Ça va être dans un restaurant, ça va être dans des toilettes, dans un train, peu importe. Là, j'isole son identifiant et je peux rentrer dans son téléphone et récupérer toutes les informations qu'il ne veut pas divulguer. Une fois que j'ai identifié son téléphone, je fais ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je lui envoie un SMS en usurpant l'identité de quelqu'un, je me fais passer pour son opérateur, je lui envoie un lien, il clique sur le lien et là j'ai implanté un malware dans son téléphone, un cheval de Troie. Ouais, c'est un virus. Tout à fait. Et alors là, ça vous donne accès à quoi après? Ça me donne accès à la totalité des informations de son téléphone, aussi bien sur la vie personnelle, tous ses contacts, les photos de famille, les SMS, mais sur le plan professionnel aussi, parce que j'ai accès à toutes les boîtes mail, par exemple, qui sont sur le téléphone de cet individu. Et bien évidemment, en extrapolant un petit peu, on peut faire des écoutes téléphoniques, savoir exactement ce qui se dit entre l'individu et son interlocuteur, mais aussi, alors ça demande peut-être un petit peu de haute technologie, mais activer le microphone à distance. Alors ça ne paraît rien, mais un repas de chef d'entreprise à table, ils ont leur téléphone sur la table, on active les micros et on entend exactement ce qui se dit. Comment des entreprises du CAC 40 peuvent-elles faire appel à des barbouzes aux méthodes illégales? Sur le marché de l'espionnage privé, nous avons trouvé un homme qui travaille à 100% pour des entreprises. C'est un ancien militaire, nous l'appellerons Philippe. Selon lui, les barbouzes 2.0 sont devenus des prestataires incontournables dans le business d'aujourd'hui. On est devenus des acteurs à part entière de la guerre économique globale. Vous avez plus de concurrence. Donc qui dit plus de concurrence dit une obligation d'avoir un R&D, enfin d'avoir un service de recherche et développement plus performant que son voisin. Un secteur en particulier industriel qui est touché par ces problématiques-là, c'est le secteur de la pharmacie. Vous avez de véritables services de renseignement qui sont mis à disposition des grandes entreprises de pharmacie en interne, dont le but est de rechercher de l'information chez le voisin. Parce que récupérer un protocole de molécules ou ce genre de choses sur un médicament sur lequel on travaille, avant l'autre, permet de gagner des années, des mois, et d'économiser des millions d'euros de R&D. Les enjeux financiers sont tels, là on parle de plusieurs millions d'euros, voire plus parfois, qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a ni de limite de budget, ni de limite de moyens, il faut l'information parce que c'est une nécessité impérieuse pour le demandeur. Quand un client vient vous voir, vous ou un de vos confrères, généralement quand il demande une mission qu'on appelle offensive dans votre jargon, est-ce qu'il vous le dit clairement ou est-ce qu'il passe par des allusions, avec un discours un peu détourné sans oser vous dire voilà, il faudrait aller cambrioler le type ou hacker son ordinateur ou le filocher, enfin... Il n'y a jamais le client de front qui vient vous voir. Ce type d'individu est beaucoup trop intelligent et beaucoup trop au fait des conséquences de ce qu'ils vont vous demander pour ne pas prendre la précaution de passer par des intermédiaires. Ce qui permet de créer des pare-feux, en fait. Alors, les intermédiaires, c'est quoi? Comment on fait pour passer par les intermédiaires? Les intermédiaires, ça va être une entreprise de sécurité qui a pignon sur rue, ce genre de choses, qui va être mandatée par le directeur de la sécurité de l'entreprise. Ouais. Qui après vont sous-traiter. Oui, de la même manière. Elles vont se protéger de la même manière. Voilà. Elles vont se sous-traiter auprès d'indépendants. Le chef d'entreprise qui a l'habitude de ce genre d'activité, c'est-à-dire qu'il a déjà eu recours, comme il vous fait une demande sans véritablement exprimer les choses, il se protège. Si demain, suite à ce que vous avez fait, une instruction est ouverte, du coup, lui, il pourra toujours dire, mais attendez, moi je n'ai jamais demandé à monsieur ou à madame Untel de mettre ce type de prestation en œuvre pour avoir le renseignement. Ce qui fait votre valeur ajoutée, c'est aussi le culte du secret que vous serez capable de mettre en œuvre. Enfin. C'est la base même de ce métier. Face à ces agressions, des sociétés de sécurité proposent des solutions défensives pour protéger les secrets des entreprises. Un business en pleine expansion. Montreuil, en banlieue parisienne.
Dans une rue banale, se cache un laboratoire digne de James Bond. Là, on va chez Stator. C'est une société qui est spécialisée dans le matériel de défense. En gros, ils ont mis au point pas mal de systèmes pour éviter de se faire piquer ses données quand on est en voyage d'affaires notamment. Enfin, on va voir, ils vont nous expliquer, nous montrer. Mais là, on est chez des spécialistes de la serrure, en gros. Bonjour. Bonjour Jérôme, bienvenue. Merci. Bon, je vous suis. Dans ce hangar de 1500 mètres carrés, une petite équipe de Géotrouve-Tout met au point des parades pour protéger les secrets industriels, comme des systèmes de fermeture inviolables. Servent à déterminer la hauteur de chaque gorge. Les hommes d'affaires sont beaucoup plus vulnérables qu'ils ne l'imaginent. La faille, les attachés caisses à code qu'ils utilisent en voyage. Les ouvrir serait très facile. Démonstration. Donc là, le but, c'est de retrouver la combinaison. C'est une combinaison classique à rouleau. Donc on va venir rechercher l'agrémentation qui va me donner le code. Vous voyez, j'ai un petit outil qui est absolument pas extraordinaire. Avec cette sorte de lime à ongles, voilà, premier chiffre, le 3. Il trouve les numéros en sentant l'écran du mécanisme. Le 8. C'est comme le loto. Le 4 pour la première. Je vous laisse essayer, Jérôme. Ouais, effectivement, c'est pas très compliqué, ça a mis quoi 10 secondes à peine. Je vous laisse essayer l'autre côté. Je fais l'autre. Bon. On va voir si j'ai la main. Vous allez sentir un petit cran. Vous tournez chiffre après chiffre. Ah oui, effectivement. Et après quelques tâtonnements... Bah, normalement, ça doit s'ouvrir. Hein. Et ben voilà. Magnifique, meuble à cambrioleur. Magnifique. Effectivement. Sa solution, la voici. Une valise ultra sécurisée avec système de géolocalisation. Sur une valise à roulettes, réputée pour sa solidité, il a ajouté une serrure digne d'un coffre-fort. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, les modifs qu'on a apportés, c'est un système électronique qui est dérivé du secteur bancaire et qui est monté sur un système mécanique à l'intérieur. Vous entendez le bruit du moteur. Donc la valise va s'ouvrir. Voilà. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est des serrures qui sont inviolables? C'est des serrures qui sont inviolables, qui sont inaccessibles. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à l'intérieur qui permettent de savoir quand ça a été ouvert, quand ça a été fermé. On a un compteur scellé à l'ouverture, donc avec un défilement compteur à chaque ouverture. Voilà. Donc là, la fermeture se fera automatiquement au bout de 10 secondes. Et là, on est condamné. Donc là, on peut essayer de la réouvrir. Voilà. Ah ouais, impossible d'ouvrir le truc, si ce n'est à la forcer, tout péter. Tout arracher ou utiliser une scie circulaire. Oui, donc là, ça va être moyennement discret pour faire de l'espionnage. Ce qui ne va pas être discret non plus, c'est de tenter de voler cette valise. Elle est équipée d'un GPS afin de pouvoir surveiller ses moindres mouvements. Le fait de déplacer la valise un tout petit peu va déclencher une alerte. Ah oui, qui est relayée sur mon téléphone. Qui est relayée sur votre téléphone, absolument. Donc moi, je suis en train de dîner au resto en bas, d'un seul coup, bip, 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 je vois que ça bouge, je me dis, ah, il y a un indélicat qui est en train de toucher à ma valise. Ma valise est en train de bouger, absolument. Grâce à ce GPS, on peut suivre ses déplacements à 10 mètres près. À l'achat, cette valise coûte 5 000 €. Le plus souvent, les clients se contentent de la louer pour des déplacements particulièrement importants. Je te sors tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sébastien Lefebvre sait comment déjouer les attaques des espions, car pendant 15 ans, il a opéré pour la DST et la DGSI. On a l'impression que sur ce marché, il y a quand même beaucoup d'anciens professionnels des institutions étatiques. Alors, évidemment, pour faire du défensif, on a besoin de connaître d'abord toutes les méthodes offensives qui sont utilisées, donc les avoir soi-même utilisées, les avoir soi-même appliquées. Défensif, offensif, quoi la différence?
Offensif, c'est pénétrer dans un bâtiment, sans trace, récupérer de l'information, copier cette information. Défensif, c'est protéger ces personnes, ces établissements, ces données, le transport de ces données. Et donc on a créé cette société d'abord parce qu'il y a un réel besoin, et ensuite parce que c'est une niche où peu de personnes travaillent. La plupart des sociétés tendent plutôt à protéger leurs données informatiques au détriment de la protection de la donnée physique, de la récupération de la donnée physique. Il y a un réel besoin, enfin il y a un réel marché. Tout ce qui est renseignement, récupération d'informations, c'est pas ostentatoire, donc ça se sait peu, les journalistes n'en parlent pas beaucoup, les victimes n'en parlent pas. De fait, si en plus on ne sait pas qu'on a été victime d'une récupération d'informations, on ne peut pas en parler, mais ça existe, bien évidemment ça existe. Bon, eh ben merci. Merci pour l'accueil. Autre menace majeure dans la sécurité des entreprises, les micro-espions. Sur Internet, on en trouve sous toutes les formes. Clés USB, ampoules ou encore de la taille d'une allumette. Pour les détecter, les sociétés de sécurité ont des techniques sophistiquées. Elles appellent ça le dépoussiérage. Bon, là, je vais accueillir des spécialistes du dépoussiérage pour voir comment on trouve un micro et comment on sécurise des bureaux, notamment. Bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Gilles Maréchal dirigeait le service action de la DGSE. Aujourd'hui, il a une société spécialisée dans les techniques d'écoute. Je vous en prie. Il commence par cacher un micro-espion dans ce bureau. Là, on va prendre par exemple un classeur. Je pense que ça devrait aller. Phase 2 de l'opération, les hommes de son équipe débarquent. Ce sont aussi des anciens de la DGSE. Ils veulent conserver l'anonymat. Leur mission, trouver le micro caché. Bon, là, vous n'avez qu'une partie du matériel, on va aller chercher le reste après. Pour la première fois, ils acceptent de montrer leur méthode de détection. Leur matériel est impressionnant. Valeur 150 000 €, ce qui explique le coût de la prestation. 1 500 € par pièce à dépoussiérer. Ouais. La chasse est ouverte. Voilà la pièce. Bon, ça ressemble à ce que vous... Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. On regarde un peu, on prend l'atmosphère. Par exemple, sur quelque chose comme ça, on va chercher en priorité du côté du bureau. Ou éventuellement le canapé si les gens sont amenés à discuter. Donc en gros, vous vous mettez à la place du poseur de micro, en disant si je devais le poser, je le mettrais où, en gros et voilà. Cette valise contient un scanner. Il va détecter toutes les ondes présentes dans la pièce. Radio, téléphone portable, Wi-Fi et un éventuel micro-espion. En fait, ce qu'il fait, il va comparer les fréquences connues avec les nouvelles fréquences qu'il va trouver. Lui va nous mettre automatiquement celles qu'il considère comme amies, celles qu'il considère comme ennemies. Cette société de sécurité fait plus d'une vingtaine de dépoussiérages par an. Elles sont 3 en France à en avoir les compétences. Qui fait appel à vos services? Ce sont à 90%, ce sont évidemment des sociétés, des cabinets d'avocats d'affaires. Vous avez des délégations qui viennent en France et avec des réunions stratégiques qui se passent dans des hôtels et qui veulent être sûrs que pendant la réunion, l'information ne va pas fuiter. Au bout de 30 minutes, le scanner a fait le tour d'horizon des ondes présentes dans la pièce. Et certaines fréquences sont suspectes. Là, par exemple, c'est une fréquence, je me cale dessus, j'écoute. Et là, j'ai quelque chose de particulier. Ce sifflement appelé l'arsène prouve qu'il y a un micro tout près. Déjà, ça l'arsène, donc ça veut dire que c'est pas loin. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est la proximité. Ouais. Oui, c'est comme quand vous mettez votre téléphone à côté de la radio, quoi. Voilà, ouais. Donc après, maintenant, on dit, on va passer à la fouille manuelle. Manuelle, ouais. Parce qu'une fois que vous avez
Évidemment, détecter la présence d'un micro, ça vous dit pas où il est dans la pièce, évidemment. De toute façon, là, on va le chercher, quoi. Bon bah, messieurs, phase 3 de l'opération. La fouille de la pièce est très méthodique. Aucun centimètre carré n'est épargné. Pour les endroits inaccessibles, ils ont tout un attirail de mini-caméras pour regarder derrière les radiateurs ou encore au-dessus des armoires. Il utilise aussi cette drôle de poêle à frire qui détecte la moindre vibration électrique. Et comme le micro-espion est alimenté par une batterie... Donc là, ça commence déjà. Je commence à avoir une indication. Carrément franche, maintenant. Ouais, d'accord. Ouais, donc en gros... Bon, effectivement... Bingo! Le micro est repéré. Ok. Là, il faut vérifier. Ah oui, là, du coup, on entend le... Sur le haut-parleur du scanner, on nous entend même fouiller. Ah. Dans notre code de déontologie, on l'a matérialisé, mais on ne va pas le toucher. Ils ont mis 1h30 pour trouver ce micro-espion. On prend des photos, on fait un rapport pour pas souiller les empreintes qu'il pourrait y avoir dessus. Donc nous, on va maintenant avertir le propriétaire qu'on a trouvé un dispositif de piégeage. Et ensuite, c'est à lui de lancer la procédure judiciaire. Le micro, comme il a des composants qui sont numérotés, ça va permettre de remonter vers celui qui l'a acheté. Et puis s'il y a des empreintes digitales dessus aussi, de pouvoir ensuite mener les investigations nécessaires. Voilà. Vas-y. Là, si je parle, vous m'entendez ou pas? Enfin, là, évidemment, vous m'entendez en direct, mais... Là, on m'entend? Ouais. Là, oui. T'entends, là? Ouais. Aujourd'hui, les espions privés, avec toutes ces nouvelles technologies, peuvent monter des opérations autrefois réservées à la CIA ou à la DGSE. Cet homme est un agent privé. Il accepte de venir me raconter l'une de ses missions les plus spectaculaires. La condition, conserver l'anonymat. Pour nous, il sera Monsieur Jean. Bonjour, Jérôme. Monsieur Jean ne vient pas les mains vides. Il m'apporte des cassettes avec des dizaines d'heures d'enregistrement de caméras cachées. Les preuves d'une opération d'espionnage au service d'une puissance étrangère qui a duré près de 2 ans. Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry pour déjouer un coup d'État. À l'époque, le président Lansana Conté dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Le barbouze va lui tendre un piège. En février 2004, après plusieurs mois d'approche, il invite les comploteurs guinéens dans un château de la région parisienne en promettant de financer leur putsch. Le château est truffé de micros et de caméras afin d'enregistrer les aveux des Guinéens. On est obligé de placer toutes les écoutes partout. Des micros sont mis dans les tentures, sont mis dans les meubles, sont mis dans la bibliothèque. Toutes les chambres sont sonorisées aussi. Alors évidemment, vous mettez une caméra à l'endroit où va se tenir le dîner principal. On détermine l'endroit qui va être la clé, nous en tout cas, où on sait qu'on va aborder les sujets, ça sera à cet endroit-là. Et on polarise un maximum, à la fois le son, l'image et tout sur cet endroit. 27 février 2004, 21h40. Les opposants guinéens se mettent autour de la table. À gauche, Baïdi Haribo, le numéro 2 de l'opposition en Guinée. À droite, un des chefs de l'opposition en France, Ibrahima Capi. En face, Monsieur Jean, celui qui manigance tout. Et enfin, 2 complices à lui, qui se font passer pour de riches hommes d'affaires. Ils se disent prêts à donner 5 millions de dollars pour financer le coup d'État en échange de marchés juteux. Ils se présentent comme étant les frères Lopez.
Le dîner commence, mais voilà, il manque le chef du complot. Le gendre du président n'est pas venu de Guinée. Un des opposants excuse son absence. D'accord, il est pas parti. On a eu sa femme qui a téléphoné qu'il a eu. Donc il a pas eu de place dans le Sénégal. Autour de la table, l'ambiance se tend. Les faux financiers menacent de quitter le repas. Il faut qu'on travaille maintenant. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde a pris un risque et moi j'ai pris beaucoup de risques aussi. Voilà. Je crois que c'est une situation qui est gênante pour nous. Je dois le reconnaître. Et mais je vous précise aussi que je n'ai pas insisté. Parce que si j'avais insisté, je me serais levé et je serais parti. J'ai compris. Ils sont comme des cons. Ils sont comme des cons. C'est eux qui sont en porte-à-faux. Donc ils sont psychologiquement déstabilisés. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère pour qu'on ne parte pas. Les comploteurs vont alors dévoiler leur objectif final. Tuer le président, Lansana Conté. On a dit l'élimination physique, c'est la solution radicale et c'est la plus rassurante pour nous et pour le taux d'investissement. Ces aveux viennent d'être enregistrés, mais ça ne suffit pas. Les barbouzes veulent les aveux du gendre du président lui-même. Le dîner se termine sous haute tension. L'ultimatum est donné, demain matin 9h, on veut une réponse, sinon on arrête tout, on s'en va et vous perdez vos financiers pour votre coup d'État. Ouais, ils ont passé toute la nuit au téléphone. Le lendemain matin, à 9h, on avait la réponse. Le gendre du président promet de venir en France une semaine plus tard. 5 mars 2004, il atterrit à Paris et rejoint les barbouzes au château. Il s'assoit à table à gauche de l'image. Monsieur Jean prend la parole pour parler du financement du putsch. Dans un premier temps, l'affaire est évidemment conclue. Dans les sommes qui vont être données, on est resté sur les accords qu'on a mis, à hauteur de 5 millions de dollars par tranche de 1 million de dollars. À notre réussite. C'était la réussite, au bon déroulement. Mais le ministre de l'Intérieur guinéen n'est pas encore satisfait. Ce qu'il veut, c'est l'enregistrement des aveux du gendre sur son projet d'assassinat du président. Ce qu'il fallait, et ce que vous souhaitait le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est qu'on prouve jusqu'à la mise en place de l'attentat. C'est pas parce qu'on a le désir de dire ah si celui-là pouvait crever qu'on va le tuer. Hein, des gens qui veulent tuer du monde, il y en a des millions tous les jours. Hein. Maintenant, ceux qui passent à l'acte, c'est totalement différent. Le chef du complot, le colonel Toto Camara, va rester à Paris pour élaborer le scénario de l'assassinat du président. Il opte pour une solution radicale, l'attentat à la bombe. 15 jours plus tard, le 22 mars 2004, la dernière manche va se jouer dans un restaurant près des Champs-Élysées. Monsieur Jean accepte de m'emmener sur les lieux. À l'époque, il avait encore truffé l'établissement de micros et de caméras. Alors nous voilà dans le fameux salon privé que vous aviez loué. Voilà, tout à fait. Il y a le même style de bouquet de fleurs, et je me demande si c'est pas celui-là, d'ailleurs, au bout de 10 ans, avec un micro dedans. Derrière ce tableau, on a mis le micro. Derrière ce tableau aussi, on a mis des micros. On a une série de micros installés sous cette table, en sachant que bon, la personne principale qui nous intéresse, c'est le colonel qui se trouve assis là. Et puis là, il y a la fameuse caméra. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est la partie image qu'on a placée. Il y avait à l'époque, à l'origine, il y avait une tête d'incendie qui était placée. Donc nous, on a défait la tête d'incendie d'origine et on a remis la même, sauf que c'est une caméra. C'est exactement la même. Une que vous aviez équipée d'une caméra. Cette caméra, voilà ce qu'elle enregistre. On voit ici les complices de Monsieur Jean vérifier les micros cachés sous les tables. Et derrière cette porte, on a toute la technique. Avec le technicien. On a le technicien qui est derrière, avec tous les écrans de renvoi, et qui s'occupe de la maintenance des cassettes et de vérifier que tout se passe bien. Ah oui, alors le mec, il n'avait pas intérêt à éternuer. Il n'a pas fallu qu'il ouvre la porte. Tout est en place dans le restaurant. Encore faut-il que le chef du complot vienne au rendez-vous. C'est vous qui avez choisi le restaurant, parce qu'il aurait pu très bien vous dire s'il était méfiant.
Wish your chicken was bigger. The long chicken and three. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about All good things, I hope. you. Yes, of course. Good. Please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! I am! Get in here. Going to a party. Two cups flour. Stir! Don't speak! Faster! Stir! Wow. You like? I slaved all day. La dernière minute, vous dire, bah, finalement, on va pas aller dîner là, c'est moi qui choisirai le restaurant. Comment vous faites pour être sûr que ce type va finalement venir où vous l'avez attiré? Ouais, parce que psychologiquement, c'est lui qui l'a choisi. On n'a rien choisi du tout, nous, on lui a suggéré du restaurant. On lui a demandé ce qu'il souhaitait pour être tranquille, où il souhaitait aller, dans quel quartier. On arrivait à lui dire, bah, nous on connaît un petit restaurant dans une transversale des Champs-Élysées, qui loue des petits salons au premier étage, c'est tout à fait discret, personne ne nous connaît, vous serez très très bien, sous réserve que ça soit pas complet. Il est 20h, le gendre du président, le colonel Camara, entre en scène. Les enregistrements sont lancés. Le piège est prêt à se refermer sur lui. Voilà, là on a le colonel qui arrive, donc on est en terrain conquis là, on est devenus des amis. En 3-4 jours, on l'a vraiment retourné, on était proches. On s'est arrangé pour faire ce rendez-vous sans ses collaborateurs, de façon justement voir comment lui les positionne, qui est qui fait quoi autour de lui. Donc là on est rentré dans l'intimité et on va vraiment développer toute la stratégie de l'attentat contre le président de la République. Dans un premier temps, les Barbouzes présentent une valise censée déclencher les bombes à distance. On nous a fait faire par un de nos artisans. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est une matériel de commande. Très simple. Très simple. C'est du basique. Ça a fonctionné. On s'en est servi ici. C'est-à-dire ça peut être... voilà. Avec ce type d'équipement, le président ne peut être pulvérisé. Vous ne pouvez pas le rater. Les comploteurs imaginent ensuite quelle serait la position idéale pour les explosifs. Le colonel explique le trajet du président. Il fait même un plan avec les verres et les fourchettes. Voilà, le convoi vient par ici. Non, il vient là. Le convoi passe là. Comme ça. En ligne droite, c'est comme ça. D'accord, voilà. D'accord. Voilà. Ça fait juste une longueur que... Il faut s'en mettre. Au final, voici le scénario. À Conakry, le palais présidentiel se trouve ici. Quand le président sort, il est obligé d'emprunter cette avenue. Les bombes seront donc placées dans 4 voitures, stationnées sur une centaine de mètres. Reste maintenant à déterminer qui va déclencher ces explosions. Et c'est là qu'il nous dit non mais moi j'ai mon bureau à je sais plus quel étage du bâtiment qui donne sur la sortie principale où le président sort en permanence avec son escorte et tout, et dit on pourra le déclencher de mon bureau. Donc à partir de mon bureau, je vais déclencher du bureau et vous voyez le genou. Ah ouais, ça serait peut-être une fois. Ça c'est mon bureau. Ça peut-être parce que déjà avec le meuble déjà j'attends la sirène. Il n'y aura plus de carreaux, il n'y aura plus de pour l'immeuble. Vous aurez pris pour tendu. Vous voyez, vous activez la charge, vous allez au sol directement. Parce que les carreaux, à l'onde de chacun. Et le gendre du président imagine déjà la suite, la prise du pouvoir.
entre l'instant où il est éliminé et que le bruit va circuler, il faut combien de temps que vous puissiez tout reprendre. Et ce seulement dès que l'action est faite, on peut regarder simplement les critères pour dire qu'il y en a des mois en plein pouvoir. C'est fini. Le jour même. À l'instant même. Donc fin de ce dîner, là vous avez tout en main, tout est enregistré, tout est sonorisé. C'est fini pour nous, l'affaire est terminée. On a feu vert pour que les bandes partent en Guinée et soient remis au président de la République. Après, ça devient une affaire africaine. Pour Monsieur Jean, c'est la fin d'une mission qui aura duré presque 2 ans. Une opération facturée plusieurs centaines de milliers d'euros. Bonjour, Jérôme Pierrat, on va aller. Merci. Nous avons retrouvé le commanditaire, celui qui a réglé l'addition, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Pour la première fois, il accepte de parler de cette opération digne d'un roman d'espionnage. C'est un travail professionnel. Ils ont bien travaillé. Parce que les personnes en question ne pouvaient rien nier, parce que tout était là. À son retour en Guinée, le chef du complot et ses complices seront arrêtés. Mais le président renoncera à faire condamner son gendre. Les personnes ont été interpellées en Guinée par les services compétents, mais pour des raisons propres au chef de l'État d'alors, il était très clément. C'est lui qui a demandé de laisser tomber cette affaire. Il m'a dit, est-ce que vous avez tout ce que vous voulez savoir? J'ai dit oui. Il dit bon, arrêtez, voilà, libérez-les. Simplement donnez-leur des conseils de ne plus jamais recommencer ça. 4 ans après, en 2008, le président Lansana Conté mourra tranquillement sur son lit d'hôpital, après 24 ans de règne. Retour dans le monde de l'entreprise. Récemment, plusieurs multinationales se sont fait épingler pour des opérations d'espionnage illégales. En septembre 2006, EDF s'est attaqué à Greenpeace, une ONG qui lutte contre le nucléaire. À l'époque, le numéro 2 de la sécurité de l'entreprise, Pierre-Paul François, se met en relation avec Thierry Laurot, le dirigeant de Cargus Consultant, une société d'intelligence économique. Il lui donne une mission, surveiller Greenpeace. Pour la première fois, Thierry Laurot accepte de raconter cette mission à visage découvert. Bonjour. Bonjour. Thierry. Cet ancien de la DGSE a utilisé les bonnes vieilles méthodes des services secrets pour espionner Greenpeace. Il m'explique comment. Un jour, le patron de la sécurité d'EDF vous appelle et vous dit « J'ai une nouvelle mission pour vous. » On aimerait bien connaître les actions de Greenpeace, d'anticiper ces actions sur les centrales nucléaires. À l'époque, l'ONG envoie des commandos d'activistes s'introduire en toute illégalité sur les sites EDF, comme ici à Belleville, dans le centre de la France. 5 minutes pour franchir la première barrière de protection, 5 minutes pour la seconde. À aucun moment, les 12 militants de Greenpeace n'ont été gênés dans leur progression. Ils ont filmé eux-mêmes leur installation en toute tranquillité. Nous sommes donc sur la tour de refroidissement de la centrale de Belleville pour montrer un peu notre opposition au nucléaire. Ces opérations ridiculisent la sécurité des sites nucléaires. Rien qu'en 2006, les militants prennent d'assaut une dizaine de centrales. Pour riposter, EDF veut connaître à l'avance le planning des actions de Greenpeace. C'est la mission de Thierry Laurot. Le renseignement, c'est pas quelque chose qu'on attrape sur Internet, sur Google. Il y a forcément à un moment donné des actions qui sont borderline ou carrément dans le noir. Pour savoir ce que prépare Greenpeace, Thierry Laurot fait appel à un hacker pour pirater les ordinateurs de l'ONG. J'ai dans mon carnet d'adresses une personne qui est un autodidacte dans l'informatique. C'est un type qui travaillait comme consultant dans une entreprise où je travaillais de temps en temps.
qui, avant qu'il soit hacker, je ne savais pas qu'il bidouillait aussi bien, me fait une démonstration en me montrant qu'il est capable de faire bouger le curseur d'une souris sur un écran à distance et d'observer les pages de l'écran d'ordinateur d'un de ses collègues. Et je dis, tu es fort, monsieur, tu es fort. Le hacker va envoyer un mail avec une pièce jointe qui, une fois ouverte, propage un virus. Sa cible, le directeur des campagnes de Greenpeace, Yannick Jadot. Il pénètre ainsi son ordinateur et tout le réseau de l'ONG. Ça se déroule en combien de temps, ces histoires de piratage, d'intrusion informatique? À partir du moment où je lui ai donné l'adresse email de monsieur Jadot, en l'espace d'une semaine, il avait pénétré l'ordinateur et le réseau de Greenpeace. Yannick Jadot est aujourd'hui député européen. En 2006, c'est lui qui organisait les opérations coup de poing contre les centrales EDF. Il n'imaginait pas qu'il pouvait être victime d'une opération d'espionnage. À l'époque, on n'avait pas forcément jugé qu'il était aussi facile, avec les nouveaux outils, de pénétrer notre système informatique qui, en plus, est connecté internationalement. C'est-à-dire que pénétrer mon ordinateur, c'était se donner un accès à l'ensemble du système informatique de Greenpeace dans le monde. Est-ce que votre ordinateur avait des bugs techniques? C'est une surprise complète. Moi, j'ai rien remarqué. Et d'après ce que disent les experts en charge de l'enquête informatique, le hacker est un type doué. J'ai retrouvé la trace de ce petit génie de l'informatique. Il a quitté la France, il vit aujourd'hui au Maroc. Ouais, c'est Jérôme Pierrin, vous pouvez me rappeler? Il est très réticent à sortir de l'ombre. Pendant 2 mois, j'ai négocié avec lui une interview. Allô, bonjour, Jérôme Pierrin, pour Canal+. Voilà, je vous appelle à propos du dossier Greenpeace. Je voulais comprendre un peu comment vous étiez parti... On va en parler au téléphone. Je vous compromets, parce que là j'ai des choses à faire. D'accord. Je comprends votre intérêt pour la chose, mais non, je ne sais vraiment pas... Ouais, vous avez tourné la page totalement et vous voulez pas revenir sur cette histoire. C'est une bonne journée. Merci, vous aussi, monsieur Courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Le hacker ne veut rien me confier. Mais à l'époque, il a réussi son coup. Grâce à son piratage, il récupère 172 fichiers confidentiels de l'ordinateur de Yannick Jadot. Il les grave sur un CD et Thierry Laureau le remet à EDF. Dans la foulée, le patron de Cargus décroche un contrat avec l'entreprise publique. Une mission de veille stratégique sur Greenpeace pour toute l'année 2007, facturée 4 664 € par mois. 3 ans plus tard, en 2009, l'affaire éclate dans la presse. EDF est mise en cause pour l'espionnage de Greenpeace. Yannick Jadot porte plainte contre l'entreprise publique. Ce n'est pas la mission d'EDF, certainement pas, de mettre sous contrôle, de mettre sous surveillance et probablement de faire obstacle aux campagnes de Greenpeace. On parle quand même dans le dossier de plusieurs centaines, voire milliers de fichiers qui ont été détournés et piratés. Je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effectivement une atteinte à la vie privée et à la vie personnelle. EDF reconnaît avoir passé un contrat avec Cargus, mais elle nie avoir commandité le piratage illégal. L'avocat de l'entreprise publique accuse Cargus d'avoir pris seul l'initiative du hacking. EDF, personne morale, est victime des agissements de Cargus Consultants. Aujourd'hui, nous souhaitons pleinement collaborer et coopérer avec la justice pour que dans cette affaire, toute la lumière soit faite. Ça, c'est classique, le fait que les commanditaires, les clients, pas vu, pas pris, c'est-à-dire en gros, elles fonctionnent comme l'État, c'est-à-dire quand ces agents sont... C'est de bonne guerre. Ils agissent comme dans Mission Impossible, c'est-à-dire si vous êtes pris, vous assumez. L'ancien directeur de Greenpeace dénonce une vaste hypocrisie. Évidemment, la direction générale d'EDF était au courant. Quand on veut espionner Greenpeace, évidemment, vous avez un hoquet qui vient du plus haut. Je veux dire, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait pas aux frontières de la France. Une opération d'espionnage, ça s'arrête pas aux portes de la direction générale. On retrouve quand même la copie de mon ordinateur dans les locaux d'EDF.
En 2011, 5 ans après le piratage, EDF et Cargus se retrouvent sur le banc des accusés au tribunal de Nanterre. Pierre-Paul François, le numéro 2 de la sécurité d'EDF de l'époque, écope de 6 mois de prison ferme pour espionnage informatique. Le hacker est aussi condamné à 6 mois ferme. Thierry Laureau, le PDG de Cargus, est celui qui prend la peine la plus lourde. J'ai été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Qui est pour moi une condamnation très lourde. Je pense que j'ai servi un peu d'exemple par rapport à ce milieu. Et j'ai très mal vécu cette condamnation. J'étais un serviteur de l'État. Je pense pas que je sois un délinquant notoire. Et que ça a changé un peu le cours de ma vie, quoi. Après cette affaire, sa société a dû fermer. Il n'a plus jamais retravaillé dans le secteur du renseignement économique. EDF, après avoir été condamné à verser une amende d'1,5 million pour complicité de piratage, est finalement relaxé en appel, par manque de preuves. Je les ai contactés à plusieurs reprises. Pensez-vous qu'il soit possible d'interviewer? Jamais l'entreprise n'a répondu à mes demandes d'interview. Aujourd'hui encore, Yannick Jadot est révolté par ces méthodes. Est-ce que vous les pensiez capables d'aller aussi loin? Non, très clairement, j'imaginais pas qu'ils puissent faire ça. À la limite que les services de l'État qui ont en charge la protection des centrales nucléaires s'intéressent aux activités de Greenpeace me paraît pas aberrant. Qu'on passe par des barbouzes, des officines privées qui pratiquent la surveillance de manière totalement illégale, ça fout un peu les jetons. La justice a tort de ne pas sanctionner les personnes morales, en l'occurrence EDF, qui jouent de ces pratiques et qu'il va falloir sérieusement aujourd'hui renforcer la protection de la vie privée parce que sinon, effectivement, ce sera utilisé à des fins évidemment commerciales, mais aussi potentiellement à des fins d'intrusion dans nos vies privées de manière malveillante. Une autre entreprise s'est fait épingler dans une affaire de barbouzerie. C'est Nestlé, le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Direction la Suisse. Près de Lausanne se trouve le siège de la multinationale. Nestlé, c'est 300 000 collaborateurs dans 196 pays. Plus de 2000 marques. Nestlé règne sur le monde de la nourriture industrielle. Depuis des années, Attac, l'association altermondialiste, dénonce les abus de Nestlé et d'autres multinationales. En 2003, Nestlé décide d'espionner l'ONG. Elle fait appel à Securitas, le leader de la sécurité privée en Suisse. Ses agents à béret bleu surveillent les stades, les aéroports ou les gares. Securitas va recruter des apprentis espions pour infiltrer Attac. Nous avons retrouvé un jeune Suisse qui a été approché par Securitas à l'époque. Il accepte de nous raconter ce qu'il s'est passé, mais sans montrer son visage. En septembre 2003, Sébastien est étudiant à Lausanne et il cherche un petit boulot. Il envoie des CV. Comment tu te retrouves approché par les gens de chez Securitas? On m'a téléphoné en fait pour me dire que c'était un travail très bien payé pour les étudiants et puis que c'était un travail qui était spécial et puis que pour cela ils voulaient me voir avant pour faire un entretien dans un bistrot. Et là t'as qui en face de toi? Alors en face de moi je rencontre une personne qui était déjà attablé, un peu l'air baroudeur comme ça, et qui a des yeux très perçants, qui observe vraiment tout ce qui se passe, il m'observe vraiment beaucoup, ça se voit tout de suite. Et la première chose qu'il me dit, c'est je m'appelle quelqu'un, il me donne son nom, voilà, et il me dit mais c'est peut-être pas mon vrai nom. Et cet entretien qu'on va avoir, si on parle à quelqu'un, moi je n'irai t'avoir rencontré. Ah, ça commence comme ça? Ouais.
Ah oui, donc c'était déjà ambiance polardeuse, on va dire. Oui, c'est une ambiance très spécifique. Dès le départ, il essayait de me tester, de me déstabiliser, de voir un petit peu avec à qui il avait affaire. Et bien entendu, il m'a dit, ton boulot, ce sera d'infiltrer une organisation. Tu peux avoir un pseudo, tu peux utiliser ton vrai nom, c'est toi qui décides. L'idée, c'est simplement que tu participes à des réunions, que tu fasses un rapport après chaque réunion sur ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui est prévu par cette organisation. Mais il ne me donne pas ni le nom de l'organisation, on va dire, espionnée, ni le nom de l'organisation mandante. Ouais, ni le commanditaire de l'opération. Et au final, à la fin de cet entretien, il m'a dit, voilà, tu parles pas de cet entretien à qui que ce soit, ça reste entre nous, et puis je te recontacte pour prendre rendez-vous. Et s'est posé la question, voilà, est-ce que c'est légal? Il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait légal, mais s'il y a un problème, sache que il y a un service juridique chez Securitas qui est prêt à t'aider et puis qui t'aidera pour te sortir d'affaires le cas échéant, pour te protéger. Puis lors du dernier entretien, on a discuté 30 secondes, il m'a présenté très rapidement un dossier, il m'a dit voilà, tu vas infiltrer Attaque, le contrat de travail est dans le dossier. J'ouvre le dossier, je vois le contrat de travail, et je vois les documents Attaque, et puis là je me dis, ouh, ça va pas le faire. Toi tu connais Attaque à l'époque? Ouais, je connais Attaque. Et t'en penses quoi toi de Attaque? J'avais plutôt un a priori positif. Et puis là je dois réfléchir très rapidement, et je lui dis, écoute, ça je peux pas faire. Et puis il me regarde vraiment très intensément, yeux dans les yeux, il me regarde, il fait non, là c'est trop tard. T'es allé beaucoup trop loin, on peut pas retourner en arrière. La chef a tout de suite coupé court, elle a dit ok, on arrête. En gros, fin de l'opération, il me ramène à Lausanne et puis je n'ai plus entendu parler d'eux par la suite. Sébastien refuse cette mission d'infiltration de l'ONG et n'en dit pas un mot autour de lui. Securitas trouve alors une remplaçante, une étudiante de 22 ans, une certaine Sarah. Elle va infiltrer l'équipe d'Attaque à Lausanne. Elle se présente comme une sympathisante et vient proposer son aide aux militants. À l'époque, ils préparent ce livre, Attaque contre l'Empire Nestlé. Ils veulent révéler la face cachée de la multinationale. Droit du travail bafoué, utilisation d'OGM, privatisation de l'eau. J'ai rendez-vous avec l'une des responsables d'Attaque, rédactrice de ce livre. Bonjour Jérôme. Elle a côtoyé l'espionne au quotidien. On se trouve à 8, au fait, 8 personnes qui ont décidé de consacrer du temps pour écrire ce livre sur Nestlé. Et c'est là que j'ai le souvenir de l'avoir vu dans ce petit groupe restreint à partir de, je pense, septembre 2003. Pendant des mois, la taupe envoyée par Nestlé assiste aux réunions d'Attaque. Elle finit même par se voir proposer d'écrire un chapitre entier sur le marché du café. Sarah sait se rendre indispensable, tout en gardant une certaine distance avec les militants. Elle était spécialement discrète, spécialement timide, très active, mais très discrète. On était tous très amis, on faisait souvent des soirées ensemble, on l'invitait, elle venait jamais, elle déclinait toujours. Une fois rentrée chez elle, la jeune espionne écrit des rapports à Securitas. Elle décrit précisément qui sont les activistes et surtout, elle dévoile leurs découvertes. Au fil des mois, des chapitres entiers du livre en préparation sont ainsi transmis au commanditaire Nestlé. Ils avaient lu le livre aussi, après on s'est envoyé, comme quand on écrit un livre, on s'envoyait les chapitres. Oui, ils suivaient la rédaction en direct, en fait, ils étaient en groupe de travail avec vous, évidemment. Oui, d'ailleurs, Procès Civil, le chef de la communication de Nestlé s'est vanté d'avoir participé au chapitre du café qu'il avait corrigé. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'il y avait des erreurs. Ah oui, d'accord. Nestlé savait tout par avance. Oui, ce qui allait se passer. Donc ils avaient un contrôle sur leur image très précis. Pendant tout le temps que dure cette infiltration, j'imagine que vous vous rendez compte de rien, de toute façon. Non, absolument de rien. On n'était pas du tout conscient ouais, d'être un tel enjeu d'être un tel enjeu pour Nestlé. Ouais. Oui. Jamais. Au moment de la sortie du livre, Nestlé connaît tout le contenu et peut facilement contre-attaquer. Quant à Sarah, au bout d'1 an d'infiltration, elle va s'éclipser.
À partir de la sortie du livre, petit à petit, on l'a vu de moins en moins. Puis tout d'un coup, on l'a plus vu du tout. Son numéro de téléphone ne marchait plus. Je l'ai recroisée, par hasard, je la vois en train de faire la sécurité à la gare. Donc on l'a saluée, elle était un peu mal à l'aise. Mais en même temps, pour moi, les personnes qui font la sécurité à la gare, les Securitas, ils font pas des activités d'espionnage. Pour moi, ça me... Oui. Même après le départ de Sarah, l'espionnage de l'ONG a continué, selon la justice. L'enquête révèle qu'une autre employée de Securitas a infiltré Attac pour le compte de Nestlé pendant 1 an. Pourquoi continuer après la parution du livre? Nous rencontrons l'avocat d'Attac. Bonjour. Bonjour, maître d'Oliveau. Bonjour, vous allez bien? Jérôme Pierrat, très bien, merci. Il a une conviction. Nestlé se serait servi du réseau international d'Attac pour surveiller les agissements de ses opposants dans le monde entier. Le résultat recherché, évidemment, était de connaître le travail d'Attac et aussi, et ça nous a beaucoup inquiétés par la suite, les contacts que le groupe Attac pouvait avoir avec des syndicalistes ou des personnes à l'étranger qui contestaient d'une manière ou d'une autre la politique de Nestlé dans leur pays, que ce soit en Colombie ou en Philippines, par exemple. On peut se demander de prime abord pourquoi un mastodonte comme Nestlé jette son dévolu sur, avec tout le respect que j'en dois, 8 pauvres militants isolés d'Attac, si ce n'est pour s'en servir un peu comme d'un cheval de Troie, peut-être. Tout à fait, ça a permis au fond à Nestlé de savoir quelles étaient les relations internationales de groupes qui travaillaient pour critiquer la politique de Nestlé dans un pays ou dans l'autre. Il y a eu une incidence sur justement ce réseau international? C'est difficile à mesurer. Vous savez qu'il y a un certain nombre de syndicalistes qui travaillaient dans des filiales de Nestlé en Colombie qui ont été tués par des paramilitaires notamment. Alors jusqu'à quel point les informations ont pu être utilisées, c'est évidemment impossible à mesurer. En 2005, Leonardo Romero, leader de la contestation en Colombie contre Nestlé, est enlevé et exécuté. L'assassinat est attribué aux paramilitaires, mais Nestlé est soupçonné de complicité. Une instruction est ouverte contre la firme. Au même moment, un syndicaliste philippin, engagé lui aussi dans des manifestations contre Nestlé, est retrouvé assassiné. Est-ce une coïncidence? Durant plusieurs semaines, j'ai été en contact avec Sarah, l'espionne qui a infiltré Attac pendant 1 an. Elle a toujours refusé de parler devant une caméra. Je l'interroge sur la finalité de son infiltration. Que cherchait vraiment Nestlé? Dans les missions que vous avez confiées Nestlé, est-ce qu'il y avait celle de remonter leur réseau international de contacts dans les pays où était implantée la compagnie? Explicitement, ça n'a jamais été demandé comme ça. Par contre, sous sous-entendu et manipulation, c'était clairement ça le but. Et j'ai très bien compris où ça voulait en venir et que moi je ne pouvais pas assumer de participer à ce genre de choses, quoi. La seule fois où Sarah est apparue en public, c'est lors du procès civil en 2012. Lunettes noires, capuche et blouson de cuir, elle a adopté le look de Lisbeth Salander, l'héroïne de Millennium. Et elle n'a pas été très loquace sur son rôle. Entendue comme simple témoin, elle n'a pas été condamnée. En revanche, Nestlé et Securitas doivent verser 3 000 € de dommages et intérêts aux militants d'Attac pour atteinte à la vie privée. Au pénal, ils ont bénéficié d'un non-lieu. Sur les assassinats des syndicalistes, aucune implication de Nestlé n'a été prouvée par la justice. La firme a toujours refusé nos demandes d'interview. Elle dit ne pas vouloir commenter une décision de justice. Quant à Securitas, ils nous ont répondu que ce sujet est classé. Ils nous assurent ne plus offrir de telles prestations de services. Nestlé et Securitas se sortent de cette opération d'espionnage à moindre frais. Bonjour, Jérôme Pierrat. Bonjour, Luc Recordon. Enchanté. Cette affaire a pourtant fait scandale en Suisse. Ce sénateur écologiste a dénoncé à l'époque ce qu'il appelait des pratiques répugnantes. Je crois que vous aviez donné de la voix au moment de l'affaire Nestlé Attac. Ah oui, de toute évidence,
C'est tout à fait contraire à la conception que j'ai, et j'espère que la majorité des gouvernants de ce pays ont, de la liberté individuelle et du rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens. C'est déjà assez choquant lorsque l'État exagère en matière de surveillance pour des motifs d'intérêt public. Quand c'est simplement pour des motifs d'intérêt privé, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire toutes ces officines ou ces cabinets conseils ou ces sociétés de sécurité, est-ce que elles vous semblent encadrées, elles vous semblent sous contrôle ou alors ça... Sur le plan législatif, encore une fois, je pense qu'on a les éléments qu'il faut, mais il faut être attentif alors à appliquer cette législation. Ce qui est très difficile, c'est de savoir ce que font ces sociétés. Est-ce qu'il faudrait elles-mêmes, en quelque sorte, les surveiller, les surveillants surveiller, les espions espionnés? Depuis, on n'a plus de scandale de cette nature en Suisse. Non, ce qui, jusqu'à un certain point, me rassure, mais qui pourrait aussi être le signe que les espions, entre guillemets, se protègent bien. Travaillent mieux. Ou sont pas assez surveillés. On revient à la question précédente. Fin de mon enquête. Retour à Paris. En France, les espions privés sont sous la surveillance des espions d'État. Une section spéciale, la division K, s'en occupe au sein de la DGSI. Les espions espionnés, mais avec quel résultat? À la DGSI, personne n'a voulu m'en parler. Une fois encore, je me heurte à la loi du silence. Avec la multiplication des officines de surveillance, comment ne pas devenir parano? Heureusement, cette enquête est maintenant terminée. Je vais pouvoir reprendre une vie normale. Enfin, j'espère. Wish your chicken was bigger, the long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Boy. Please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe, using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! Ow! Get in here. What to, buddy? Two cups flour. Stir. Don't speak. Faster. Stir. Wow. You like? I slaved all day. Wish your chicken was bigger, the long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito?
Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Good. Please, please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe. Using my. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! I am! Get in here. Going to a party. I just all 2 night. cups flour. Stir! Don't speak! Faster! Stir! Started up a fight. Wow. You like? I slaved all day. Wish your chicken was bigger. The long chicken and 3. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes. So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Good. Please, please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Axe. Using my. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! I am! Get in here. Going to a party. I just all 2 night. cups flour. Stir! Don't speak! Faster! Stir! Started up a fight. Wow. You like? I slaved all day.